Il est costaud, très costaud, très costaud, très costaud. Ok, il a des gros biscottos, mais en IMO, c'est 0. Pour être proprio, c'est Bruno. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Proprio à tout prix, votre magazine de l'immobilier. Aujourd'hui, nous sommes le 22 février, on est en plein dans les vacances d'hiver. C'est notamment Paris qui commence ces semaines de vacances avec un chassé-croisé à Marseille. On a un digne représentant de Marseille parmi nos consultants. D'autres consultants sont là, Olivier est aussi en place. On va parler de montagne, comment vivre à la montagne. Comment investir à la montagne? Des questions que vous vous posez certainement. On y va, ils sont prêts, ils sont beaux. La montagne, ça vous gagne avec des beaux consultants, tout frais, tout beau. Est-ce que vous avez été au ski cette année? Bien sûr. Ou est-ce que vous avez prévu d'y aller? Bien sûr. Bon, Olivier, notre notaire attitré, représentant de la Chambre des notaires, à table aujourd'hui pour nous donner un petit peu toutes les particularités qu'il y a quand on achète à la montagne, soit pour y vivre, soit pour investir. Tu as plein de choses à nous dire, hein? Oui, effectivement, c'est assez particulier. Il y a effectivement beaucoup de contraintes, mais les habitants sont très attachés à leur montagne. On va avoir beaucoup de reportages, on va beaucoup rêver dans cette émission. Marie, il n'y a pas beaucoup de montagnes dans le Beaujolais? Alors, on n'est pas si loin, on est à 80 km des premières stations, ben voilà. C'est les stations du budget. Alors, c'est des petites stations familiales, comme le Plan d'Automne, Hauteville, mais on est à un peu plus d'une heure, donc on peut faire l'aller-retour dans la journée. C'est ça. Bon, Marseille, c'est un peu le même cas, en fait, finalement. Marseille, c'est très bien parce qu'on est à 2h30 de route. D'ailleurs, là, on a nos investisseurs marseillais qui sont sûrement en vacances sur les pistes. Et voilà. Et on s'apprête à les accompagner parce que souvent, la plupart reviennent avec un projet d'investissement. Alors, suivez bien Maxime, donc, c'est sa première émission. Il est très en forme, très taquin. On va voir ça dans l'émission. Tu as plein de choses à nous dire. Hein. Exactement. Et donc, Guillaume. Et oui, de Grenoble. De Grenoble. Alors, Grenoble, alors là, bon. Il va entourer de montagnes qui arrive en tête des villes avec la meilleure qualité de vie au monde. Ah oui. Toi, tu es pour ta première directe, en fait. Hein. Toi, tu n'hésites pas, en fait. On est bien classé. Ouais. On est très bien classé. La première, mais dans quoi? En Isère, en fait. Non, non du monde. Du monde de l'Isère. Bon, merci Guillaume. Alors, pour commencer, c'est effectivement un petit micro-trottoir pour savoir si vivre à la montagne ou investir à la montagne, ça vous gagne. Est-ce que vous vivriez à la montagne à l'année? Oui, ça serait une bonne expérience de vivre à l'année à la montagne. Je viens de la banlieue parisienne et du coup, j'ai décidé de venir vivre dans la région Rhône-Alpes, à côté des montagnes. Je suis au pied du Jura, donc je suis déjà dans les montagnes tout le temps. C'est vrai que la qualité de vie pour les enfants et pour nous, c'est quand même plus sympa ici. J'ai les couchers de soleil sur le Jura, les levées de soleil sur le Mont Blanc, donc c'est juste magnifique. Le stress est déjà différent par rapport à la banlieue parisienne ou Paris. Bon, il y a quelques bouchons à Grenoble, ça c'est vrai, mais en une demi-heure, 3/4 d'heure, on est en station. Quels seraient pour vous les avantages? La vie et la nature, loin de la ville, de la pollution, et puis un très beau cadre. Un peu moins citadin, un peu plus au grand air. En été, on a les randonnées, les lacs, on n'est pas loin de l'Italie, de la Suisse, donc du coup on est quand même une certaine position géographique qui est super ici. Et les inconvénients? Tout ce qui est activité, on est vachement dépendant de la météo. La route. Peut-être à faire un achat d'une maison secondaire en montagne, ça peut être sympa, c'est toujours sympa d'avoir son petit chez-soi. Ça fait rêver un petit peu, hein, tout ça. Hein. Je commence par toi, Guillaume. Et oui, Grenoble, tu vas au ski toutes les semaines? Et presque toutes les semaines, dès qu'on peut. Et on remarque ici, les personnes qui font du ski sont très attachées à la qualité de ville, l'air pur, tout ce qu'on peut retrouver, notamment les beaux paysages. Le cadre de vie qui est idyllique en montagne. Bon, alors, on peut se poser la question, hein, je vous pose la question, les experts, est-ce que vivre, parce que là, cette première partie, on va s'intéresser aux gens qui y vivent à l'année. Hein, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est un défi quotidien? Parce qu'il y a quand même pas mal de contraintes. Hein. Totalement. Moi, je vais donner mon avis sur ça. C'est un vrai défi. Il faut être vraiment passionné. J'ai vécu en station de ski et je suis passionné. Si je ne l'étais pas, je n'aurais pas pu vivre autant d'années parce qu'on est rattrapé par les contraintes climatiques, l'isolement. Et donc, du coup, les vacances, c'est bien. La vie à l'année, c'est différent. C'est différent. Ouais. Alors, moi, ce serait un défi pour moi. Hein, parce que moi, la montagne, c'est les restaurants d'altitude. Le petit vin chaud. Les feux de cheminée. Voilà. Un peu de luge, peut-être, quand même? Non, bon. De la raquette. Bon, vivre à la montagne, c'est... Il y a des particularités, Olivier. Hein. Oui. Le notaire que tu es sait que ça ne s'improvise pas d'acheter la montagne, même quand on y vit. Exactement, parce qu'il y a des problématiques qui sont exacerbées, comme par exemple le sujet énergétique.
qui est déjà important dans l'immobilier, mais encore plus à la montagne. Ouais, c'est ça. Puisqu'il faut encore plus faire attention à la classification énergétique, à la consommation de chauffage, aux charges de copropriété avant d'investir. Si on investit dans une copropriété, par exemple, dans une résidence, si on est plus sur un chalet, une propriété individuelle, les règles d'urbanisme sont très particulières. Parce qu'il y a une très stricte. Exactement. Pour protéger les espaces naturels, il y a une loi qui s'appelle la loi Montagne. Aïe. Qui a rendu... Encore une. Oui, ça protège nos paysages, mais les investisseurs font attention. Pourquoi ? Parce qu'il y a des endroits qui étaient constructibles il y a 30 ou 40 ans qui ne le sont plus. C'est ça. Donc si on achète, il faut être certain que ça a été édifié dans les règles, ou si on veut être sûr de pouvoir reconstruire, par exemple, si on ne peut pas, il faut une police d'assurance de très bonne qualité. Très bonne qualité. Bon, alors, vivre à la montagne, c'est aussi travailler à la montagne. Et Francis, qui est un gars du coin, a été voir une restauratrice qui nous explique les défis au quotidien de travailler à la montagne. Comment est né le projet d'acheter en altitude? Alors là, c'est la question du coup que j'aurais aimé que mon papa soit là pour qu'il y réponde. Parce que effectivement c'est une affaire familiale et c'était son rêve d'avoir un restaurant sur les pistes de ski. Nous sommes de la Savoie, donc c'est vrai que c'était aussi notre coup de cœur de rester ici. Première ouverture, premier hiver, c'était en 2018-2019. Je vous avoue que ça a été un petit peu borderline parce que avant que ce soit nous, c'était un self. Et on a changé beaucoup de choses et aujourd'hui on a notre clientèle et c'est devenu une clientèle habituée et qui viennent aujourd'hui pour nous, pour ce qu'on fait, pour notre cuisine et c'est un régal. De base, la restauration implique beaucoup de sacrifices. Donc, si on n'aime pas la restauration, on ne fait pas ce métier. Voilà, on le fait vraiment par passion. Maintenant, le fait qu'on soit en altitude, ça implique pas beaucoup de sacrifices, mais une organisation et une logistique qui est complètement différente. En intersaison, donc on est fermé, on est vraiment ouvert sur l'hiver en fonction des remontées mécaniques, donc mi-décembre à mi-avril en fonction de la neige. Et le reste du temps, jusqu'à juillet, je m'occupe du coup de mon fils. Et on retourne dans notre maison à Demancy, à côté de Sallanches. Et c'est là que on prend du repos. Et aussi, par moment, je vais quand même donner un petit coup de main à mon papa qui a une deuxième affaire à Sallanches, une grosse brasserie, qui lui est ouverte à l'année. Voilà. Mais sinon, hors bonnet blanc, on se repose à la maison et puis on fait tout ce qu'on n'a pas le temps de faire en saison. Bon, alors on le voit, c'est dur, mais enfin, il y a quand même 6 mois de vacances quand même. C'est du 7 jours sur 7 aussi, hein, donc... faut comprendre qu'à un moment donné, il faut qu'elle se repose. Mais c'est vrai qu'ils sont gênés de le dire. Hein. Souvent, quand on va les voir, ils sont gênés de dire on travaille que 5 mois, mais ils travaillent de 6h du matin à 23h, la plupart. 7 jours sur 7. Sur les restaurants d'altitude. C'est assez violent comme mode de vie. C'est les saisonniers, quoi, en gros. J'aimerais qu'on regarde, qu'on continue dans le travail à la montagne. Maxime, tu as été voir Jean-Michel Gondard qui t'a fait vivre un moment extraordinaire de bon matin. Hein. À 6h30, 7h du matin, un moment extraordinaire, inédit, j'ai envie de dire. Et là, on voit vraiment comment ça se passe. Hein, pour quelqu'un qui travaille, c'est des journées qui commencent tôt et qui finissent très tard. Exactement. Nous sommes ici à Vars, dans les Hautes-Alpes. Il est 7h du matin et plusieurs fois par semaine, Jean-Michel derrière moi, avec une équipe de 3-4 fournisseurs, réceptionne plus de 3 tonnes de marchandises qu'il l'emmènera ensuite dans son restaurant d'altitude pour pouvoir faire profiter tous les touristes et vacanciers qui adorent profiter du restaurant. À peine les livraisons organisées, c'est parti pour plus de 10 minutes de dameuse dans la tempête dans le but de rejoindre son restaurant. Une fois arrivé, nouvelle séance de sport pour Jean-Michel avec cette fois-ci le déchargement des marchandises. C'est Christelle, c'est mon épouse qui est en cuisine. Ok. Qui elle gère toute la partie bouffe. Hein. Moi je m'occupe de tout le reste. Quoi. Et ce qu'on se rend pas compte aussi, c'est les quantités de déchets qu'on redescend. Ce matin, il neige fort et Jean-Michel doit déneiger la terrasse du restaurant pour pouvoir accueillir les skieurs matinaux dès l'ouverture des pistes. Autonomie et grande capacité d'adaptation doivent être au rendez-vous pour vivre isolé à plus de 2100 mètres d'altitude. Il faut savoir faire l'électricité, de la plomberie, toutes les pannes que tu n'imagines même pas. Parce que si personne ne viendra
Hormis des fois, toi, le matin, on peut prendre des techniciens jusqu'à 8h30. Après, il faut leur monter au télémix, ils redescendent. Le soir, c'est après 17h30, enfin, c'est compliqué. Et à côté de ça, on a un bureau de ouf, quoi. Donc là, c'est pas de bol parce qu'on voit pas bien les montagnes, mais c'est un peu bouché, mais non, on a super, un outil de travail qui nous correspond complètement et un rythme de vie qui nous correspond. Donc c'est intense cet hiver, moi je fais en général 5-6 heures jusqu'à 22h, 23h, voire plus quand on est en soirée. Mais à côté de ça, on travaille 5 mois et le reste du temps, on profite un peu de la vie, quoi, comme ça. Voilà. Alors voilà, on le voit, hein, une vie qui commence tôt le matin. Commence tôt, oui. En fait, c'est l'exemple même de ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est quelqu'un qui est très autonome. Ouais. Ils sont seuls pour livrer 3 tonnes de marchandises. Il n'y a personne qui vient l'aider. Il faut qu'ils remontent plus de 10 D'ailleurs, j'ai vu, tu l'as même pas aidé, en fait. Hein. Non, moi, j'ai filmé. Ouais, d'accord, je vois le genre. J'ai filmé, j'ai essayé de préserver le matériel dans ce froid glacial et cette tempête. Mais lui aussi était gêné de me dire qu'il travaillait que 5 mois. Ouais. Mais en fait, il n'a pas à être gêné parce que c'est un rythme de travail qui est dingue et pas accessible à tous. Ouais, puis il y a le travail des dameuses aussi, parce que les dameuses tournent toute la nuit, dans le froid, dans la nuit, dans la solitude. C'est ça, mais on le voit là, hein, donc toutes les contraintes, hein, déneiger. Moi, j'ai vu un engin, là, je ne sais même pas ce que c'était ça en fait. Fraise à neige, on appelle ça. Fraise à neige. Fraise à neige, exactement. C'est ce qu'ils utilisent et ça a des coûts en fait parce que lui c'est sa propre dameuse, sa propre fraise à neige. Ouais. Et donc du coup après les 3 tonnes de marchandises livrées, il a passé plus d'une demi-heure à déneiger sa terrasse. Donc c'est vraiment des passionnés qui aiment leur environnement et qui sont vraiment installés. Alors les Hauts-Savoyards, je me retourne vers toi Guillaume, ils viennent à Grenoble parce que bon effectivement il y a l'isolement, etc. Est-ce que Grenoble est le point de ralliement des montagnards pour aller faire ses courses, pour sortir un peu de l'isolement? Je ne pense pas qu'ils descendent jusqu'à Grenoble parce qu'il y a Annecy qui est plus proche de chez eux. Par contre, les stations comme l'Alpe d'Huez ou Champs-Rousse, les Deux Alpes, oui, doivent redescendre pour s'approvisionner à Grenoble. Et Grenoble est le point de ralliement. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi, ça fait partie du mode de vie des gens qui vivent à la montagne, de rejoindre la grande ville à côté? Oui, c'est une organisation. Certains restaurants descendent une fois par semaine, descendent à la métro pour se réapprovisionner pour toute la semaine. Bon, alors justement, on a un exemple parmi nos consultants. Il est malin, Maxime. Sa maman habite à la montagne, à Vars. Il faut le dire. Oui, et comme on voulait savoir comment on vivait à la montagne, tu as fait l'interview de ta maman. J'en ai profité pour la faire participer à l'émission. Je trouve ça sympa pour une première. On va l'écouter. Elle a des choses intéressantes à nous dire. Regarde. Donc l'intersaison pour moi, ce sont les meilleures périodes de l'année parce que je suis seule dans mon jardin. C'est mon grand jardin, la montagne. Et ce qui me permet d'être face à la nature et à tous les éléments et aux animaux sauvages. Donc je peux pratiquer mon activité physique dans ces conditions et c'est le top en fait. Pour moi, les contraintes sont minimalistes par rapport à mon cadre de vie. Mais effectivement, j'ai eu des enfants, donc déplacements dans la vallée tout le temps, les allers-retours pour aller au collège, au lycée, les courses bien évidemment. Mais on s'organise, on prend un grand frigidaire et puis on stoppe pendant 15 jours. Les soins médicaux, alors là, c'est plus contraignant parce que même si en saison, nous avons quand même ce qu'il faut, il faut aller dans la vallée et même, quand bien même, il faut souvent aller dans les grandes villes parce qu'ici, c'est quand même assez succinct. Excellent. Alors là, effectivement, on est de plein pied dans la vie montagnarde. À 100%. Donc de la solitude, mais finalement du bien-être. Oui, totalement. Mais à un moment, en fait, c'est important pour elle de se retrouver de temps en temps isolée. Donc, en fait, elle aime ces rythmes acharnés, on va dire, de la saison d'hiver et après ces coupures d'intersaison. Et ça, c'est un profil particulier. En fait, on n'est pas tous comme ça. Et on ne peut pas s'inventer à aimer ça. Et donc, du coup, à un moment, ça lui correspond à 100% et c'est génial. Et c'est l'exemple des profils qui sont bien à la montagne et qui réussissent cette vie à la montagne. Voilà, on va rentrer de plein pied quand même dans cette émission. On parle d'immobilier. L'immobilier, il ne faut pas se le cacher. Plus de chauffage, Olivier en parlait tout à l'heure, plus cher, les coûts par rapport à une région urbaine ou côtière, ça explose. Comme l'Alpe d'Huez ou Lens en Vercors, où les prix au mètre carré vont de 5 000 à plus de 10 000 euros le mètre carré sur certains logements. Bon, justement, tu as été voir Gaëlle, une habitante de Lens. C'est ça, Lens en Vercors. Et donc, elle met les pieds dans le plat et elle nous dit tous les problèmes liés au prix de l'immobilier à la montagne.
Les principaux inconvénients, c'est de descendre travailler à Grenoble. Il y a quand même un petit peu de route. Les jours où il neige, c'est plus compliqué. Et l'autre gros défi, c'est l'immobilier en montagne. Et étant natif de l'Anse-en-Vercors, aujourd'hui, on n'arrive pas à se loger pour une famille. Ces dernières années, l'immobilier a explosé. Aujourd'hui, on est autour de 5 000 € du mètre carré. 5 000 € du mètre carré quand même. C'est-à-dire que c'est pas à la portée de tout le monde finalement. C'est pas à la portée de tout le monde. Ça c'est compliqué. Il faut l'intégrer puisqu'on est sur des prix qui évoluent de plus en plus à la hausse. Et ça, c'est lié aux investisseurs qui se positionnent de plus en plus dans les stations, qui monopolisent des biens pour du locatif. Et donc du coup, les résidents locaux. Marie, je me retourne vers toi. Est-ce qu'il y a des gens du Beaujolais ou des petits protégés, comme on aime les appeler, qui ont fait le pas, qui sont partis de cette belle région des Pierres Dorées pour aller vivre à la montagne? Alors pour aller vivre non, mais par contre pour aller passer tous les week-ends, été comme hiver, parce qu'il y a des stations en fait, ce qu'on appelle les stations 4 saisons, où l'hiver on fait du ski, l'été on peut faire des randonnées, du VTT, il y a les stations de bien-être aussi avec des équipements de spa. Donc oui, je connais plusieurs personnes qui partent régulièrement les week-ends, les vacances scolaires à la montagne. Là dans cette partie on s'intéresse vraiment à comment on vit à la montagne. Alors, Maxime, tu as été voir, tu as bien travaillé pour ta première, hein, tu as été voir un gérant de magasin qui, en fait, il loue du matériel pour les skieurs. Hein, et il nous explique les avantages, mais aussi les inconvénients de vivre et de travailler à la montagne. Pas mal d'avantages, hein, notamment de vivre en pleine nature. On va avoir des activités hiver, des activités été. C'est vrai qu'on aime ces doubles timings dans l'année, ces périodes où il y a beaucoup de monde, où il y a vraiment une activité commerciale qui est assez pleine, des restaurants de partout. Et puis au contraire, c'est 2 autres saisons qui sont des saisons beaucoup plus creuses, où on se retrouve en petit comité dans un village où il n'y a plus personne, mais où du coup on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec des rythmes de vie qui sont différents, hein, souvent plusieurs métiers. Donc ça, c'est vrai que il faut avoir une adaptation, il faut aimer ces choses-là, mais nous on aime bien. Je pense que déjà il faut peut-être faire des compromis sur son choix de travail et son mode de vie. Il y a le bon côté, les gens en général viennent ici puis voient cette partie touristique. Le reste de l'année c'est quand même différent, donc il faut avoir ce caractère pour être dans un endroit un peu plus perdu avec moins de possibilités de commerce. C'est vrai qu'on se déplace un petit peu pour faire les courses, qu'on a beaucoup moins de monde sur certaines saisons. Je pense qu'il faut quand même avoir un caractère particulier, vraiment être passionné et puis aimer vivre dans des endroits comme ici, avec les contraintes que ça implique aussi. Et voilà, il faut un caractère particulier pour vivre à la montagne. Exactement. Un peu sportif aussi. Oui, il soulignait, tu vois, aussi passionné, et ça, c'est pour moi indispensable, parce que sinon, tu es rattrapé par les contraintes. Si tu n'as pas ces passions qui te guident pour aller faire ta sortie VTT. Cumulard aussi, un petit peu, hein, 2 activités. Complètement. Il faut savoir s'adapter, avoir plusieurs métiers. Et c'est vrai que là, on est sur des activités où lui, il ne peut pas travailler que 5 mois. Quoi. Son chiffre ne va pas lui permettre sûrement d'en vivre. Et donc, il y a peut-être du bâtiment à faire en intersaison, des choses comme ça. Ouais. Donc, il faut quand même avoir ça en tête quand on vit en station. Hein. C'est important parce que là, on est en station. Hein. Et à la montagne, on peut avoir les villes qui sont un peu plus basses. Et donc, on va retrouver des contraintes différentes. Et par contre, on n'a pas accès à cet environnement idyllique au quotidien. Il ne vit pas à la montagne, mais il en parle bien. C'est vrai que je suis passionné parce que j'ai passé... Ta maman habite Vars, donc tu as dû passer ton temps à la montagne. J'ai passé mon temps, moi j'ai grandi, j'ai fait sport-études au collège et lycée, en fait, sur Vars. Et donc du coup... Plutôt sport ou plutôt études? Plutôt sport. Et ça va, je m'en suis bien débrouillé finalement. Ça va. Alors, on en parlait dans cette émission, vivre à la montagne, ça coûte cher. Est-ce que c'est accessible à tous? Maître, vous qui avez... Maître Pontenot, est-ce que vous avez une vision un peu nationale sur toutes les chaînes de montagnes que nous avons en France, les Pyrénées, les Alpes? Est-ce qu'on a les moyens en France d'aller habiter à la montagne finalement? Ça dépend qui a les moyens, parce qu'il y a toujours cet antagonisme entre les locaux qui ont de plus en plus de mal à se loger et les gens de l'extérieur qui viennent investir, qui ramènent de l'argent, ce qui est bon pour l'économie locale, mais qui font grimper l'immobilier. Et ça devient un sujet social, politique, qui vient transformer la réglementation. On voit que, par exemple, il y a de plus en plus de pression de la loi sur les locations saisonnières Airbnb. Parce que, en même temps, ça arrange localement, mais en même temps, ça dessert les communautés locales. Et donc, il y a une loi qui est passée très récemment, fin 2024, qui est venue resserrer les possibilités de louer en Airbnb dans certaines zones. Saisonnière.
Mais ça, c'est vraiment important pour le coup, parce que les restaurateurs qui doivent loger leurs employés, notamment les restaurants, se retrouvent en difficulté. Des fois, ils ne peuvent pas les loger, ils ne peuvent pas ouvrir. Enfin, c'est une vraie problématique qu'on est en train de souligner sur le logement en station. Bon, c'est pas simple d'habiter à la montagne. Nous, on a dans cette émission l'avantage de recevoir de temps en temps des invités au parcours exceptionnel, des invités complètement hallucinants. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer Binobile. Alors Binobile, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais il cartonne sur les réseaux. Il a un gimmick incroyable, je vous laisse le découvrir. On fait une première partie d'interview avec lui, mais juste avant, le petit récap qui va bien pour cette première partie. Selon une étude de l'IFOP réalisée en avril 2024, 38% des Français envisageraient de s'installer en montagne s'ils en avaient l'opportunité. Ce chiffre grimpe à 49% chez les 18-35 ans. Cet attrait repose principalement sur deux facteurs majeurs. La qualité de l'environnement grâce à ses espaces naturels à 87% et l'offre d'activités de plein air à 70%. En contrepartie, seuls 7% des Français associent la montagne à des opportunités professionnelles, ce qui reste un vrai frein à l'installation. Quel plaisir, on reçoit aujourd'hui quelqu'un d'extraordinaire. Il est présent sur les réseaux sociaux maintenant de manière assez magnifique. Binobile est avec nous. Première phrase pour commencer. Mais ça va pas ou quoi là de m'inviter? Voilà. Donc vous le connaissez effectivement. Tu es apparu sur les réseaux sociaux il y a combien de temps environ? Ça fait 3 ans que je fais des vidéos. Ouais. Et ça fait, on va dire, depuis cet été qu'on me voit beaucoup. Beaucoup. 1 million 100 sur TikTok. Exactement. Près de 300 000 sur Instagram. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui t'appellent Bino? C'est Binobile. C'est quoi l'histoire de ce nom? Parce que ton vrai nom, c'est Jérémy, hein, voilà. Mais Binobile, c'est quoi? J'ai voulu faire un petit mix avec Playmobil, un petit peu à l'ancienne et tout ça, pour que ça reste dans la tête des gens. Et Boulébil, non? Exactement. Ouais, c'est ça, c'est un peu... Un petit truc à l'ancienne et tout ça, et je me suis dit, pourquoi pas Binobile? Bon. Dans cette émission, on parle d'immobilier, mais on parle aussi de parcours incroyable. Toi, tu as un parcours quand même atypique. Ouais. Enfant adopté, et puis tu as en tête de faire des choses, à être aide-soignant, à t'occuper des autres. Enfin, c'est un peu ta raison de vivre, d'aider les autres, d'être... C'est on va dire, un objectif de vie où je me dis que j'ai besoin d'aider les gens. Alors, est-ce que c'est lié par rapport à mon adoption? Je pense que ça doit être lié. Voilà, essayer de faire du bien aux gens, être à l'écoute, et c'est la suite de mon métier dans le futur, quoi. Bon, alors, l'actualité de Bino aujourd'hui, c'est quoi? Maintenant, c'est une marque qui a été créée, donc ça va pas ou quoi by Binobile, où on a des t-shirts, des pulls pour les enfants, des bobs, des casquettes, et donc voilà, pour faire plaisir un petit peu à la communauté qui m'a soutenu là depuis plusieurs mois. Et voilà, j'ai pu aussi monter sur scène sur l'île, où pour la première fois j'ai pu être entouré d'humoristes. Donc voilà, peut-être que dans le futur, ça va me... Il y a quelque chose là. Exactement. Tu as fait quoi alors donc sur scène? C'était quoi cette expérience? Je vais pas tout dire, mais j'avais une petite scène où j'étais Dieu, et en fait les gens ne savaient pas qui j'étais parce que j'avais une grosse capuche sur la tête. Ouais. Et à la fin, vous allez le voir sur M6, où je me retourne, j'enlève cette fameuse capuche, et là, on voit que c'est moi. Grand Lola. Bon, tout le monde ne s'est pas levé, mais en tout cas j'ai eu beaucoup d'applaudissements et ça m'a fait énormément plaisir. Ouais, c'est un kiff incroyable la scène. Enfin, oui, exactement, parce qu'en fait, moi, je suis avec mon téléphone portable et j'ai pas cette interaction avec la communauté. Et là, faire ça en vrai, c'est plutôt pas mal. Tu postes énormément, hein. Ça te prend quand même du temps. Je poste beaucoup, je poste une dizaine de vidéos par jour. Ah oui. C'est pas mal. Au lever, au coucher, avec du caca dans les yeux, en pyjama. Voilà. Mais alors, ça devient comment, ces punchlines? Tu t'y penses la nuit, t'y penses tout le temps, ou alors tu t'inspires de la rue Je m'inspire de mon environnement, de mes collègues de travail, de mes amis, de ce que je peux voir dans les lieux publics, et je peux dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'il y a une punchline, une vidéo qui a mieux marché que les autres, ou celle qui te fait le plus rire, en fait? Les collègues de travail qui veulent te faire la bise là, à 8h du matin, mais ça va pas ou quoi, là? Voilà. C'est du vécu. C'est du vécu, mais tout le monde vit cette situation-là. Bon, il y a effectivement la scène, mais est-ce que tu as pensé au cinéma, les séries télé, ou est-ce que tu as pensé à écrire un livre? Un livre, ou même peut-être parler de mon adoption, parce que c'est
c'est une histoire quand même intéressante et malheureusement en France on n'en parle pas beaucoup. On va en parler en deuxième partie, Binobile, justement de ton parcours. Effectivement, c'est complètement hallucinant ce qui s'est passé. Et puis un chemin de vie à deux facettes en fait. Hein. C'est ça. Bon, eh ben, on se retrouve tout à l'heure. Allez, c'est parti. Vivre à la montagne, on l'a vu dans la première partie, c'est un rêve, c'est aussi beaucoup de contraintes. Dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser à l'investissement à la montagne. Il faut savoir qu'on arrive à des rentabilités de 15% pendant les saisons en montagne. Parfois, nos experts sont des experts de l'investissement, et en particulier à la montagne, avec Matteo au Pays de Gex, avec Alex à Marseille, qui investit à la montagne. Hein. Bien sûr, exactement. Et avec Guillaume, qui lui aussi a beaucoup d'expérience sur l'investissement à la montagne. Grenoble et toutes les stations qui y entourent. Bah oui, forcément. Alors bien sûr, elle est avec nous autour de la table, Alison. Vous savez, c'est la championne de l'investissement sur les réseaux sociaux. Elle apprend aux femmes et aux hommes maintenant aux hommes aussi, à investir de manière intelligente. Exactement. Bon. Et je pense que les femmes vont vraiment commencer à investir énormément dans les prochains mois. Bon, je vais poser tout de suite une question qui va poser le débat. C'est investir à la montagne, rentabilité ou contrainte ? Contrairement à ce qu'on pense, la montagne peut être rentable. On peut aller chercher jusqu'à 15-20 points de rentabilité en location courte durée, avec une forte saisonnalité, donc faire attention à sa trésorerie pour prévoir les basses saisons. C'est une contrainte, oui, parce qu'il faut avoir un réseau là-bas. Il ne faut pas sous-estimer l'importance d'avoir un réseau local et s'en forger un pour pouvoir pallier à toutes les petites incertitudes, les dégâts, etc. Bon, alors il y en a une qui a un réseau local de ouf. C'est Alison, tu nous as fait l'amitié de te filmer alors que tu étais... J'étais en week-end tranquillement. Et oui, et alors donc on va découvrir les petits secrets d'Alison avec un peu d'immobilier au centre. On regarde. Merci Alison pour ce reportage. Bonjour à toute l'équipe de Proprio à tout prix. Alors je suis actuellement à la montagne, je suis à Pralou et je vais vous emmener avec moi. C'est vraiment super beau. Donc je vais faire quelques descentes et surtout je vais t'amener voir un appartement au bord des pistes. Combien ça coûte, quelle rentabilité on a. Par contre ne me juge pas trop sur ma manière de skier, je suis pas très forte. Je te rassure, je suis meilleure en investissement immobilier. Alors, bienvenue dans cet appartement au pied des pistes. Souvent, dans les entrées au ski, vous trouvez ce genre de lit. Donc, c'est des lits superposés, souvent faits sur mesure pour optimiser l'espace parce que 2 couchages en plus en location saisonnière, ça fait beaucoup d'argent. Sur la droite, vous allez trouver une salle de bain. Hop. Porte en galandage pour gagner de l'espace, donc vous avez une baignoire qui fait douche, le toilette souvent dans la salle de bain et un petit lavabo. Ici vous avez la pièce à vivre, donc vous avez donc souvent un lit convertible et venez voir cette vue. Donc je vais vous donner les chiffres de cet appartement parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse. Donc c'est un appartement qui fait une trentaine de mètres carrés qui a été acheté il y a 5 ans au montant de 80 000 € et aujourd'hui s'il devait être revendu, il serait vendu au prix de 140 000. Donc ça fait tout de même réfléchir. C'est un appartement qui actuellement coûte à peu près à l'année, charges comprises avec remboursement de crédit, tout compris, on est à 5 000 € et pour ce que ça rapporte, on est sur un montant de 12 000 € par an, ce qui est énorme pour un investissement locatif. Le propriétaire a eu une idée ingénieuse, c'est qu'il a réduit la pièce à vivre et regardez ce qu'il a fait. Donc une chambre où je pense que les murs ont été montés autour du lit, mais ce qui permet d'avoir une chambre en plus et ce qui permet de louer aussi beaucoup plus cher. Rentabilité à tout prix, Alison. Voilà, bah c'est ça. On le voit, donc effectivement à la montagne, on a tous en tête ces appartements avec les lits superposés, les canapés qui se déplient. C'est ce qui va permettre en fait d'avoir ce levier de rentabilité. Parce que si on laisse l'appartement simple avec une pièce et puis qu'on met un canapé convertible et c'est tout, bah finalement là, cet appartement peut accueillir jusqu'à 5, voire 6 personnes même. Ah oui, c'est ça. Un appartement comme ça, un 30 mètres carrés, les gens sont habitués à la petite surface à la montagne. Donc, du coup, il faut être ingénieux dans les espaces, avoir chacun son petit espace d'intimité entre salle de bain, les 2 coins nuit, les enfants qui peuvent aller sur le lit superposé. Et si on a envie de regarder la télé, on ferme la porte. Exactement. Alors, Matteo, toi qui es au Pays de Gex, à côté de la montagne, hein, tu es à cheval sur 2 massifs montagneux.
Exactement. Est-ce que tes investisseurs, ceux que tu conseilles, sont friands de ce type d'investissement, justement? Il y en a qui se sont cassés les dents sur des stations dans le Jura notamment, où il y a un taux d'enneigement qui aujourd'hui est beaucoup plus faible, donc avec des stations qui sont ouvertes beaucoup moins longtemps, donc ils ont beaucoup moins de rentabilité. Ouais. Mais par contre, du côté des Alpes, sur des hautes montagnes et des stations qui ont encore un taux d'enneigement qui est top, oui, ils investissent et en même temps, ils profitent de leur investissement pour pouvoir aussi passer des vacances. Alors voilà, alors là, il y a de l'investissement malin. Hein. C'est-à-dire qu'on achète un appartement à la montagne, on en profite une semaine pendant les vacances d'hiver et on le loue pendant 3. Est-ce que c'est un bon plan, ça? Oui, c'est un très bon plan. Et puis, comme on l'a vu, l'essentiel est de faire de la courte durée. C'est là où on va aller chercher des points de rentabilité, donc 15, même jusqu'à 20%. Et donc, on va chercher ces points de rentabilité avec le nombre de couchages ou les prestations que peut offrir l'appartement. Bon, alors je vous entends parler d'enneigement, mais on est en 2025, les amis. Et là, c'est un grand sujet, hein, ça. Ben oui, mais les stations de ski qui se reconvertissent avec le VTT, avec les activités sportives en été, etc., les stations sont en train de se changer, en fait. Hein. Toutes les stations, moi, ce que je recommande à tous ceux qui veulent investir à la montagne, c'est d'aller dans des stations où il y a des cours d'eau. Ouais. Par exemple, moi, je suis à Serre-Chevalier. À Serre-Chevalier, il y a de l'eau. Donc, ça permet l'été d'avoir toutes les activités comme le rafting, la randonnée, pouvoir se baigner, pouvoir profiter. Toutes les stations se renouvellent. Donc, c'est important maintenant. Et en plus, il y a une tendance. L'été, il fait chaud, voire trop chaud même dans le sud. Ah oui. Donc, on a de plus en plus, notamment nous, les Marseillais, avoir envie de prendre l'air le mois d'août. Et on va de plus en plus à la montagne. Donc, pour louer son appartement. Ça devient une destination tendance, effectivement. C'est une destination de tendance des trentenaires et avec une rentabilité. Ça ne te concerne plus, donc bientôt plus, malheureusement. Bon, Alison, toi, tu en penses quoi? Est-ce que c'est un pari risqué, finalement? Parce que les coûts d'acquisition à la montagne sont quand même élevés. Donc, est-ce qu'on arrive quand même, malgré tout, à conseiller nos téléspectateurs d'investir à la montagne? Alors, je pense qu'il faut être réfléchi. Ça veut dire qu'effectivement, il y a de moins en moins de neige. Par exemple, à Megève, je vois sur toutes les dernières années où j'y vais, il y a vraiment de moins en moins de neige. Ça se voit, il y a des endroits, parfois on peut skier sur la terre. Ça arrive à certaines périodes. Ouais. Donc, j'ai fait un peu mes petites recherches. Et en fait, une station qui se trouve au moins à 1500 mètres ou plus, il y a très peu de risques d'un jour se dire, il n'y a plus de neige en fait. Ah oui. Donc, si enfin, pas à court terme en tout cas. Voilà, c'est ça, exactement. Donc je pense qu'avant d'investir, il faut se poser la question déjà combien on achète, parce que si on achète à Pralou ou à Megève, on n'est pas du tout sur le même budget, donc attention. Alors justement, Pralou, Megève, c'est quoi la différence de prix à peu près? Alors par exemple, pour un appartement à Pralou, on va être entre 3 et 4 000 euros du mètre carré, tandis qu'un appartement à Megève, on va être entre 10 et 12 000. Ah oui. Et Megève, je crois que c'est à 1 200. Ouais, je crois. Pralou, c'est à 1200 mètres d'altitude, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Oui. Parce qu'autrement, c'est pas 1200 au mètre carré. Là, on y va tout de suite. Du coup, c'est plus bas et ça vaut beaucoup plus cher. Donc, il faut faire attention quand on fait son investissement de se dire, même si Megève, ça se développe énormément en été. Ouais. Ta station préférée, c'est laquelle? Moi, en fait, je vois juste rentabilité et chiffres. Oui, mais ta station, c'est quoi? Pralou. Ça permet, avec seulement à peu près 100 000 euros, 150 000 euros, de pouvoir faire un très bon investissement. Et ben voilà un bon conseil. Bruno, juste un bon conseil aussi, attention, les prix qu'on donne sont des prix bord de piste, front de piste, où on va skier à pied. Si vous voulez investir et profiter de la montagne et que vous êtes prêt à faire, entre guillemets, le sacrifice de prendre soit une navette qui sont bien organisées, soit la voiture, vous pouvez avoir des prix 40 à 50% inférieurs si vous faites quelques 100 mètres. Mais t'as déjà fait 100 mètres avec des chaussures de ski ou pas? Des chaussures de ski? Vous expliquez la différence des prix. Mais par contre, ça permet d'investir tu me vois quand maintenant, même. Ça explique. Bon, j'ai envie, Alexandre, tu as bien travaillé, tu as rencontré Stan Wilber, qui est une star aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. Il dénonce pas mal de choses un peu tendancieuses sur les réseaux. Il s'appelle Vendeur de vérité, VDV, donc du coup il est... VDV. Il est aussi investisseur à la montagne. Exactement, il fait de la formation et des livres. Alors malgré les réserves de certains quant à une baisse de l'enneigement sur les années à venir qui pourrait justifier d'un désintérêt de l'immobilier de montagne, la réalité est tout autre puisque l'immobilier de montagne n'a cessé de se valoriser sur les dernières années. En effet, les stations ont muté et se réinventent pour proposer des activités, des intérêts autres que le ski tout au long de l'année. Et ça, naturellement, ça participe à produire des rendements très attractif pour les investisseurs.
Eh ben voilà, là on y est. Donc le réchauffement climatique, les stations un peu moins enneigées, mais elles réagissent, les stations. Elles réagissent et le conseil aussi, c'est attention à la gestion que vous pratiquez en courte durée. Soit faire gérer par une conciergerie. Souvent la conciergerie c'est bien, mais souvent ils prennent un pourcentage de 20 à 30% sur vos revenus, alors qu'une femme de ménage ou une aide ménagère va pouvoir faire votre entrée-sortie qui vont se faire de manière autonome, va pouvoir faire les ménages. Tu parlais du réseau, le réseau local, quoi. Exactement, en gros, un peu. Et ça va vous coûter le prix d'un ménage, qui est moins cher que 30% du chiffre d'affaires. Donc vous allez démultiplier votre rentabilité en gérant en direct votre ménage. Bon, moi j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu aux contraintes spécifiques à l'investissement à la montagne. Les coûts d'entretien, par exemple. Ça, c'est quand même, je dirais, à prendre en compte. À mettre aux normes, c'est son logement. Il y a quand même beaucoup de contraintes quand on investit à la montagne. Oui. Il y a par exemple le vernissage du bardage bois sur les chalets tous les 2 à 3 ans qui peut se détériorer. Combien ça coûte ça? Ça, tout dépend de la surface du chalet, mais c'est le prix d'une rénovation de façade. Ça peut aller de 10 à 15 000 euros. Ah oui, c'est ça, c'est quand même pas rien, quoi. Hein. Puis même l'audit énergétique ou le PPT, plan pluriannuel de travaux, qui va être voté. Et par exemple, dans la copropriété où j'ai investi, il y a eu 180 000 euros d'audit énergétique qui ont été votés, payés par les copropriétaires. Donc faire attention quand on investit à la montagne, aux charges, au chauffage collectif, et si ça a été proposé en assemblée générale, parce que ça peut vous faire de mauvaises surprises quand vous investissez. Bon, ça c'est un peu le conseil général que l'on donne aux téléspectateurs. Il faut quand même regarder ce qui se passe dans les AG, et en particulier à la montagne où les coûts peuvent grimper très vite. Justement, Mathéo, tu as été voir Olivier Roy, qui est diagnostiqueur. Il nous parle des contraintes du DPE à la montagne qui sont assez impressionnante en fait. Ouais, c'est très compliqué. Il faut savoir qu'en montagne, il y a à peu près un bien sur 2 qui est classé F ou G. Et donc du coup, c'est très compliqué pour les investisseurs, notamment dans le cadre de la location, de pouvoir garder un bien qui est louable finalement. C'est ça, on regarde. Alors le climat montagnard, bien sûr qu'il a un impact, c'est surtout l'altitude qui va avoir un impact, puisque dès que l'on dépasse 800 mètres d'altitude, notamment les biens classés E, F et G, les valeurs basses et hautes, les fourchettes basses et hautes de chaque lettre ne sont plus les mêmes que pour un bien en vallée ou en plaine, c'est-à-dire que les seuils ont été rehaussés par rapport aux autres. Alors les défauts de logement en altitude, leurs défauts souvent c'est l'énergie de chauffage et souvent aussi la date de construction de ces biens qui ont souvent 30 ou 40 ans. Alors les 3 choses qui vont améliorer le DPE et qui doivent se faire dans cette chronologie-là, puisque c'est quand même important pour éviter d'avoir des désordres de dégradation de bâti et aussi parfois des surconsommations d'énergie. C'est en 1, on va traiter l'isolation du bien. En 2, on va ensuite traiter la ventilation. Et en 3, on s'occupera de l'élément du générateur et de l'énergie de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Non, il donne des bons conseils, faut être clair. Oui, tout à fait. De toute façon, ce qu'il m'a dit aussi en off, c'est que, par exemple, aujourd'hui, on avait des nouveaux systèmes de pompe à chaleur qui étaient capables de résister jusqu'à moins 20 degrés, ce qui aujourd'hui est très important, parce qu'il faut savoir que sur les anciennes générations, à partir d'un moment où il faisait trop froid, l'hélice ne tournait plus. C'est ça. Donc aujourd'hui, on a des solutions qui nous font échapper à l'utilisation des énergies fossiles, et donc qui allaient nous plomber le DPE avant, pour pouvoir utiliser des énergies renouvelables qui vont augmenter. Et parfois, le seul fait de changer le mode de chauffage permet de gagner 1, 2, 3 lettres. Exactement. Donc, surtout à la montagne. Moi, j'ai envie qu'on termine cette partie par une note d'optimisme avec Damien, qui a été interviewé par Guillaume, qui, lui, il est très confiant sur l'attrait de la montagne dans le futur. Alors, on regarde ce qu'il nous dit. J'ai un terrain de camping qui est ouvert toute l'année, 10 mois sur 12. D'accord ? Donc on a une période de fermeture du 15 octobre au 15 décembre. Mais notre spécificité, nous, c'est un camping résident. C'est-à-dire que nous avons des clients à l'année, où ils viennent quand ils veulent, de la région grenobloise, région lyonnaise et de la Drôme. Et après, donc l'hiver, moniteur de ski. Et c'est ma 20e saison. Je suis moniteur permanent à Lens. Moniteur permanent, je m'engage de l'ouverture de la station à la fermeture. On vit du tourisme essentiellement, moi toute l'année, 100% de ma clientèle sont des vacanciers. Donc on essaye de trouver des solutions par rapport aux aléas climatiques que l'on peut avoir. Mais de là à se projeter demain, à dire demain, les stations de ski ça va être compliqué. Oui, on a eu des années difficiles. On a passé un Noël là, cette année extraordinaire avec de la neige, du beau temps. Et nos petites stations, on voit qu'il y a encore de beaux jours devant nous et j'en suis sûr.
Voilà un point positif. Il est super ce gars. Il est génial. Ouais. Et puis ça se voit qu'il a de la bouteille. Ouais, il a de la bouteille. C'est vrai qu'on parle plus de dérèglement climatique que de réchauffement climatique. Moi, je préfère ce mot-là parce que l'année dernière, en avril, il y avait un taux d'enneigement là où on était qui était exceptionnel. Mais par contre, en décembre, il y en a un peu moins. Donc, bon, moi j'ai envie de rêver pour finir cette partie. Mathéo, tu nous as ramené des images, on va les regarder, d'un chalet incroyable à la montagne. Tu peux nous commenter ces images un petit peu? Tout à fait. Alors c'est le propriétaire qui a décidé de se faire un chalet type Mèche-Vent, mais pas du tout à Megève. Ouais. Donc il a fait un chalet qui est juste incroyable. Donc de base, le propriétaire est dentiste, mais il a fait l'intégralité des plans à la main. J'ai eu les plans qu'il a dessinés à la main. C'est incroyable. Et donc du coup, bah voilà, c'était vraiment le projet d'une vie. Il a réalisé ce chalet. C'est un chalet qui est très moderne parce qu'on a énormément d'ouvertures. Ouais. Là piscine, waouh. Ah oui, quand même. Donc, ça fait quelle surface ça, Mathéo, tu sais à peu près? Là, on est à 210 mètres carrés à peu près. Ah ouais, non mais là, c'est incroyable. Voilà. Comme Donc avec la piscine, la couverture de la piscine qui se range à l'intérieur des marches, enfin tout est fait de manière à ce que ce soit ultra optimisé. C'est intégralement sur mesure à l'intérieur. Tout est sur mesure. C'est incroyable. Alors là, on pourrait. Alors le chalet, on pense souvent au bois, au feu de cheminée, etc. Mais il faut savoir qu'il y a des chalets de prestige comme ça qui investissent et qui misent sur la modernité en fait. Oui, exactement. Ouais. Bah, en fait, l'inconvénient entre guillemets des chalets qui sont plutôt anciens, c'est les ouvertures qui sont petites et restreintes. Ouais. Aujourd'hui, il a décidé de faire des grandes ouvertures pour pouvoir avoir un gros passage de lumière. Ouais. Et c'est clair que quand on a. Mais là, on n'est pas au pied des pistes, Mathéo, là. Non, là, on n'est pas au pied des pistes, malheureusement. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il a décidé de faire un chalet aussi exceptionnel pour avoir des coûts de construction qui vont être moindres qu'au pied des pistes. C'est ça. Pour être au pied des pistes, il faut aller dans l'appartement que nous a présenté Alison. Exactement. Effectivement, mais alors là où les surfaces sont plus petites. C'est ça un peu l'aberration à la montagne. Hein. Il peut y avoir des chalets extrêmement luxueux, très grands, et puis des petites surfaces où on met des lits superposés. Exactement. Bon, le petit récap pour terminer cette partie, et puis on se retrouve en troisième partie pour la partie, je dirais, interactive. En 2024, le prix du mètre carré à la montagne a augmenté de 2%, totalement à l'inverse de la tendance baissière de l'immobilier. Les augmentations les plus fortes se situent dans les Alpes du Sud, avec 6% d'augmentation en moyenne sur l'exercice 2023-2024. A l'inverse, la baisse la plus importante a touché le massif des Vosges, avec une baisse moyenne de 2,8% sur le même exercice. Les stations les plus chères de France sont toutes dans les Alpes du Nord, avec Méribel et ses 12 200 € du mètre carré, Courchevel et ses 12 800 € du mètre carré, et Val d'Isère qui caracole en tête avec en moyenne un prix autour des 15 200 € par mètre carré. Une troisième partie d'émission très riche. On va refaire le point avec 4 nouveaux experts. Enfin, 3 puisque Mathéo est resté avec nous. Exactement. Mika de Marseille et Maxime de Marseille également. En force, là. Exactement, on est deux, on est en force aujourd'hui. On représente le sud de la France. Bon, le sud de la France, mais vous êtes des fins limiers de l'investissement à la montagne, donc ça va être effectivement très important. Et puis Marie, notre chouchoute, qui bien évidemment a toujours son mot à dire sur les sujets que l'on traite. Et moi j'aimerais, Mika, qu'on commence par toi. Oui. C'est quoi un mauvais investissement à la montagne? On peut très vite faire un mauvais investissement à la montagne. Il y a des critères vraiment à respecter. Mais les mauvais choix à la montagne, si j'ai des conseils à donner aux téléspectateurs, n'achetez pas un appartement Expo Nord. Pas de soleil, on va plus consommer en chauffage, très mauvais choix. Pas de nuisance de route aussi, parce qu'à la montagne, on a envie de tranquillité et on n'a pas envie d'être en bord de route. Et surtout, attention également aux charges de copropriété. Elles peuvent être très vite élevées et du coup, on transforme un bon investissement en un très moyen si les charges de copropriété dépassent les 200-250 € par mois. Il ne faut pas être trop loin des pistes non plus et des commodités, des commerces. Des commodités. Des commerces. Des commerces. La proximité des commerces. Un conseil supplémentaire, Mathéo? Effectivement, il va falloir vérifier s'il n'y a pas des travaux qui sont prévus dans la copropriété, que ce soit ravalement de façade, changement intégral du chauffage ou autre, parce que ça peut être des coûts qui peuvent très vite engendrer une rentabilité qui est bien moins élevée. Ouais. Bon, quelque chose à rajouter, Maxime? Je pense qu'il faut être près des pistes, parce qu'on est en station. Ah voilà, c'est ça. Et pas forcément, hein, j'ai l'impression. Hein. En fait, près des pistes, c'est un choix personnel de l'utilisation soit d'une résidence secondaire, soit d'un vrai investissement à la montagne. Donc il y a
pas mal de critères à prendre en compte pour son utilisation personnelle et quelle va être l'utilisation optimale pour un voyageur qui veut louer à la montagne. Bon, alors, en fin d'émission, nous avons le plaisir d'avoir maintenant Maxime Banane qui nous décryptera une annonce immobilière, une banane de la semaine, hein, la mauvaise affaire de la semaine. Donc on est très heureux qu'il soit avec nous, c'est toujours un petit moment de détente. Mais vous le savez, cette partie est consacrée à vos questions et nos experts y répondent. La première tout de suite. Bonjour, c'est Antonin de Roquevert. Je voudrais savoir s'il existe des aides financières pour acheter un chalet à la montagne. Ah bah voilà, alors des aides financières, est-ce qu'il y a des aides spécifiques pour la montagne ? Oui, on ne va pas avoir des aides spécifiques pour la montagne. En revanche, on va avoir des aides pour améliorer la performance énergétique d'un chalet, comme la Prive Rénov par exemple. Oui. Les mairies au niveau local peuvent prévoir des choses, donc il faut vraiment se rapprocher des D'accord, donc c'est pas pour acheter. C'est-à-dire que c'est une fois qu'on a acheté, on peut améliorer la qualité du logement. Pour acheter, on n'a pas d'aide particulière, sauf si... non, mais on va avoir les aides spécifiques, prêt à taux zéro. Oui, donc rien de nouveau. Non, rien de nouveau. Mais par contre, on peut demander à notre banque un prêt travaux lié à des travaux d'isolation de la montagne. Et là, peut-être avoir des aides spécifiques liées à ça. D'accord. Il peut y avoir des subventions locales aussi pour essayer de repeupler justement les stations qui sont désertées. Ah oui. Alors on fait comment pour se renseigner là-dessus justement ? Auprès de la mairie. Auprès de la mairie. Il y a le site de l'ANIL qui nous renseigne bien également, donc il faut se connecter à ANIL. Et enfin, on a le prêt avance mutation. Ça, c'est pour les téléspectateurs qui n'auront pas en fait de capacité de rembourser mensuellement en fait un prêt. C'est un prêt qui est accordé, remboursé à la vente du bien ou à la succession. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment permettre de faire des travaux. L'ANIL. Alors ça, c'est l'ANIL qui va nous permettre de nous renseigner sur les différents dispositifs, mais ce prêt-là, votre banquier est capable de vous le proposer. Pour les aides, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que suivant les aides, c'est uniquement dédié à la résidence principale. Ouais. Donc si c'est pour de l'investissement, il va falloir regarder, je pense notamment à MaPrimeRénov, qui est uniquement pour les résidences principales. Donc il faudra regarder en fonction de si on veut faire un investissement ou si on veut vivre à la montagne. Mais les subventions locales sont uniquement pour des RP. Exactement. Deuxième question. Bonjour, je suis Christophe de Marseille. J'aimerais connaître les frais à prévoir pour une maison à 1500 mètres d'altitude. Ah bah voilà, alors là on en a un peu parlé, mais moi j'aimerais qu'on rentre dans le détail des chiffres. Mathéo, combien ça coûte d'entretenir une maison à 1500 mètres d'altitude ? Eh bah, on va avoir des coûts plus importants parce qu'on a des écarts de température qui sont plus gros. Bah, notamment par exemple pour un déneigement, c'est à peu près 1500 € par saison. Bon. Donc ça, il faut quand même le prendre en considération. Quel autre frais à prévoir ? Entretien de la toiture, qui est 20% voire 30% plus cher à la montagne plutôt. À savoir, donc pour entretenir une toiture, il faut compter des budgets annuels Oui, des budgets annuels entre 1000 et 1200 € par an. D'accord. D'autres choses peut-être ? On a l'entretien des canalisations, parce qu'on n'y pense pas toujours, mais ça peut geler. Et donc du coup, il faut mettre des canalisations spécifiques, anti-gel, et qui peuvent coûter entre 3 à 5 000 € de plus que quelque chose de traditionnel. Et les chalets en bois ? Le chauffage, alors ? Le chauffage, entre 2 et 4 000 €. D'accord. Et les chalets en bois avec le vernis, là, c'est encore bon ça ou ça ne fait plus ça ? Il y a des types de bois qui vieillissent super bien et qui sont faits spécifiquement pour la montagne. Après, effectivement, suivant le type de bois, il va falloir l'azurer plus régulièrement et donc du coup, ça va encore venir ajouter un coût supplémentaire. Genre un coût de l'azur, ça va dépendre de la taille du chalet, mais je pense qu'on en a au moins pour 2500 €. Ah oui, c'est ça. Et maintenant, on fait du thermolacage. Ça permet de ne pas avoir à refaire ce coût de l'azur chaque année. Moi, j'ai mon thermolactyle, mais je n'ai pas mon thermolacage. Donc, troisième question. Bonjour, je suis Patrick de Marseille. J'ai une petite question. Vaut-il mieux investir dans une station connue ou émergente ? Ah, bah voilà, ça c'est une bonne question. Maxime ? Mais je crois surtout la bonne question, c'est d'investir dans une station qui répond à 2 critères. Un parc de ski supérieur à 1800 mètres d'altitude, avec des remontées mécaniques vraiment de qualité. À côté, une politique de développement des 4 saisons, donc c'est-à-dire vraiment qui prend en charge les activités d'été. Ça, c'est les 2 critères importants. Et après, le choix en fait, de émergent ou connu, c'est un profil risque. Si j'ai un profil risque prudent, je vais aller sur une station connue, qui n'a pas de risque, on va dire, d'avoir l'immobilier qui va dégringoler ou chuter. Et si j'ai un profil un peu plus joueur, je vais aller sur une station émergente qui va pouvoir m'apporter une rentabilité à long terme extrêmement intéressante avec le risque qui n'est pas le développement. Mathéo, je crois que tu as un peu de cette idée-là. Hein ? Oui, tout à fait. J'ai la même idée. En fait, on va spéculer sur si la station va fonctionner ou pas, tandis qu'à contrario, si on va sur une station connue, on a déjà toutes les commodités et puis c'est une station qui n'a plus à faire ses preuves. Donc on a énormément de personnes qui se dirigent vers cette station. Toi qui as investi à la montagne, tu t'investis dans les stations connues ou dans les stations émergentes ? Station connue, Serche
Chevalier, si j'ai un vrai conseil à donner aux téléspectateurs, c'est se démarquer de la concurrence et du parc vieillissant immobilier à la montagne. Ouais. Donc de faire un investissement dans une station connue ou peu connue, mais surtout de rénover son appartement, d'utiliser des matériaux nobles et chaleureux et d'avoir une décoration sympa, parce qu'on va se différencier des 80%. Qu'est-ce que tu en parles bien des chaleureuses et sympas. C'est important d'avoir une réflexion, c'est trop beau. une réflexion sur son investissement. J'ai envie d'aller dans son chalet. Il est où ton chalet? Serre Chevalier. Ah bah voilà. Donc, par contre, on s'arrange entre nous, hein, on est d'accord. J'ai une anecdote et quelque chose de super intéressant. J'ai un 40 mètres carrés du coup à Serre Chevalier en pied des pistes. Oui. Et par exemple, en last minute sur la semaine entre Noël et le Réveillon, et ça s'est loué 5 000 € la semaine pour 4 couchages pour 40 mètres carrés. Sur un appartement, mais sa rentabilité de l'année. Voilà, sur un appartement rénové. Et tu me dis ça droit dans les yeux, quoi. En fait, je te dis, tiens, invite-moi chez toi, et toi tu me dis c'est 5 000 la semaine. Il y aura toujours un prix pour toi, ne t'inquiète pas. Je vois le genre. Et par contre, investir dans une station connue, c'est aussi la facilité à la revente. Bah oui, c'est ça. Voilà. Ah oui, mais ça, c'est valable pour tout investissement immobilier, c'est clair. La liquidité est importante, encore plus à la montagne, de faire un investissement qui pourrait se revendre rapidement et potentiellement plus cher, parce qu'à la montagne, ça prend de la valeur. Mais Risoul, Les Ors, etc., c'est quand même des stations qui sont quand même un peu connues, qui ont commencé à avoir le vent en poupe, qui font pas mal de choses. Moi, je serais plutôt d'avis d'aller investir là-dedans, moi. Oui, mais c'est des stations qui sont, pour moi, connues aujourd'hui. La phase vraiment émergente, ça y est, elle a été dépassée, on y est. Risoul rénove son parc de remontée mécanique. Les Ors a une politique 4 saisons excellente avec des pistes VTT vraiment de très bonne qualité. Et donc là, on a un prix au mètre carré entre 3 500 et 4 500 mètres carrés. 4 500 € le mètre carré, on peut faire de très belles choses. Bon, il y a des innovations qui arrivent, notamment en termes de chauffage intelligent. Mais Mathéo, tu me parlais d'une astuce qui a le vent en poupe. Hein. Exactement. Il y a eu des essais qui ont été faits sur ce qu'on appelle le snow farming. Ouais. Donc en fait, c'est le fait de recouvrir la neige par des bâches étanches ou des copeaux de bois, ce qui permettrait de conserver cette neige et de perdre que de 13 à 50% de la neige et de pouvoir réutiliser cette neige pour l'année d'après en ouvrant les stations en début novembre, donc beaucoup plus tôt que prévu. Ouais, économiser la neige. Exactement. Donc l'investissement à la montagne, je confirme, très bonne qualité. Bon, je vous l'avais annoncé, les amis, hein, vous avez été extrêmement précis, extrêmement pertinent. Nos téléspectateurs vous pouvez nous envoyer vos questions à Proprio à tout prix, et nos experts y répondent très brillamment. Un autre garçon très brillant, c'est notre nouveau chroniqueur Maxime Banane, qui s'amuse à décortiquer les annonces sur Internet. Il cartonne sur les réseaux. Il a une petite affaire à nous présenter, là, regardez. La banane de la semaine. Exactement Bruno, alors la banane de la semaine je l'ai trouvée cette fois sur internet, sur un groupe de vente immobilière, un appartement de très grand standing au 6e et dernier étage avec ascenseur. Alors retenez bien la notion de grand standing et on va vérifier ça ensemble. Donc 60 mètres carrés réels au sol avec 46 mètres carrés loi Carrez. On commence déjà à sentir la banane qui arrive, hein. On se retrouve à 18 300 € du mètre carré, et puis le propriétaire n'est pas au courant qu'on peut vérifier évidemment le prix par mètre carré de chaque immeuble à Paris. Regardez, on est à 10 372 € en moyenne dans cet immeuble. Et les gens l'ont bien compris, puisque maintenant on va sortir les pop-corn et regarder les commentaires. Alors on démarre fort avec Arthur, 845 000 €, t'es fracassé du cerveau papa. David, très observateur, qui lui répond: du grand standing, les gosses dorment sur des chaises de jardin avec un matelas de plage. Et il y a une photo. Hein, On continue avec Sébastien qui est relativement pragmatique. Quand c'est pas très cher, il y a un loup. Et puis un mec qui lui répond en bas, il s'empresse de lui répondre avec beaucoup d'humour. Bien sûr, le fait qu'on puisse pas tenir debout sur un tiers de l'appartement, c'est peut-être ça le loup. Hein. Bon, la plupart des gens sont offusqués par le prix. 18 000 du mètre, faut arrêter le délire. Martin qui nous dit ça vaut 250 000 de moi en étant très généreux. Marc-Etienne également qui est pas content, 18 000 du mètre, vous êtes pas sérieux. Et on se finit carrément en roue libre avec deux commentaires, Laura et Alexia. Donnez-moi le numéro de votre dealer. Voilà. Je vois que vous êtes plusieurs à fumer avant de publier sur ce groupe. Bon, à l'unanimité, Bruno, on est d'accord, c'est bien la banane de la semaine. Alors, on est sur une très belle banane. Merci, merci Maxime pour cet éclaircissement. Hein. On va bien s'amuser à chaque fin d'émission avec lui, j'ai l'impression. Hein. Je suis bien d'accord. Un moment qu'on attend tous, c'est effectivement la deuxième partie de l'interview de l'invité de la semaine. C'est tout de suite. Binobile est avec nous pour nous parler de son parcours de vie incroyable. Moi, j'ai envie de te poser une première question. On est dans une émission immobilière. Tu es un enfant adopté, on le disait tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu te rappelles ta maison d'enfance? Alors, moi, j'ai eu une très belle enfance.
avec une magnifique famille, très discrète, avec des grands-parents juste incroyables, une maman juste incroyable. Et en fait, mon grand-père avait une très belle maison, une très grande maison à Saïs, donc c'est un petit village à côté de Toulouse. Et ça a été des moments extraordinaires de famille où on se retrouvait tous les vendredis à faire des repas de famille, etc., dans un beau jardin. Et voilà, une grande maison, donc. Une grande maison de famille. Frères et sœurs d'adoption ou 2 frères, c'est ça? Alors, moi, j'ai 3 frères, c'est ça, beaucoup plus grands que moi. Donc, moi, j'ai eu ma jeunesse tout seul avec ma maman. Alors, qu'est-ce qu'il faisait le petit Jérémy à l'époque dans le jardin? Il construisait des cabanes et il était très discret. Ouais. Il observait des petits animaux, petit garçon lunaire, très discret, introverti. Alors donc l'école, les copains d'enfance. L'école où j'étais pas très bon élève, un peu perturbateur, un petit rigolo. Ah bah alors donc là tu t'ouvres alors au fur et à mesure. Ouais, alors. je m'ouvre, mais j'aurais pas dû m'ouvrir comme ça. Parce que ça m'a posé des petites problématiques avec les professeurs. Je suis parti à l'internat. D'accord. Pour, on va dire, une petite leçon de vie, pour voir si j'allais me calmer. Quel âge, là, tu avais? J'avais 14-15 ans. D'accord. Bon, ça m'a pas trop servi. D'accord. Bon, alors les choses avancent. Il y a pas mal de choses qui se passent à ce moment-là dans ta tête. Alors moi, j'ai quand même au fond de moi cette envie d'aider les gens. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai arrêté l'école quand même assez tôt. Ouais. Et donc, voilà, je me dis, bon, il faut quand même à un moment donné gagner de l'argent. Ouais. Et donc, je travaille en EHPAD, je fais le ménage. Je ne suis pas diplômé, mais je fais quelques soins d'hygiène auprès des personnes âgées, etc. Du coup, tu commences à gagner un petit peu d'argent. Ouais. Alors, c'est quoi ton premier appart tout seul? Il y a un premier appart en colocation avec une amie. D'accord. Et donc... C'est-à-dire colocation une colocation, hein, on est d'accord? Colocation, non, on ne fait pas des choses... Ah non, mais je dis ça, je suis trop jeune, voyons. Je suis un garçon sérieux, voyons. Ah, mais moi, je dis rien, moi, j'écoute simplement. Et colocation, parce qu'on s'entend bien, et donc on vit quelques années ensemble. Et c'est quoi comme type d'appart et où? Petit appart à Jeanne d'Arc. Ouais. Voilà, centre-ville de Toulouse. Bon, alors la vie passe. Est-ce qu'à un moment donné, tu quittes cet appartement, donc, du coup? Et je quitte cet appartement pour revenir chez maman. Ah, très bien. Je reste beaucoup chez maman. Ouais. Et je reste aussi beaucoup chez mes grands-parents parce que j'ai un lien particulier avec eux. Ouais. Et puis mon grand-père décède. Et donc ma mère décide de rester avec ma grand-mère. Et donc finalement, moi je reste dans la maison à ma mère. Et donc ça te convient en fait? On peut avoir ce truc où à un certain âge il faut partir, il faut avoir un appartement, etc. Moi je suis pas trop dans ces trucs de vie. Ouais. Je pense que chacun fait ce qu'il veut. Je profite de ma mère de la voir le plus souvent possible et surtout de ma grand-mère. Et voilà, et après ça sera le temps pour moi de prendre un appartement. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir un bout d'intimité de Vinouille, puisque toutes tes vidéos sont tournées de la cuisine. Exactement. Je pense que c'est une cuisine très connue. Il y a des trucs en dentelle, il y a la porcelaine un peu à l'ancienne, il y a mes bols d'enfance. Bon. Et ça fait plaisir d'avoir ces petits souvenirs. Aujourd'hui, bon, tu as 2 activités. Une auquel tu es très attaché, qui est être soignant dans la psychiatrie, et puis tes activités sur les réseaux, un peu artistiques. Ouais. Vers où tu te diriges dans les semaines, les mois et les années à venir? Alors pour l'instant, on va rester comme ça, parce que c'est un métier de cœur et parce que ça me permet aussi d'avoir une stabilité psychologique. Ouais. Voilà. Mais en même temps aussi, pourquoi pas continuer déjà dans la bienveillance, toutes les vidéos que je fais, avec cette petite touche d'humour, mais encore une fois, s'il y a quelqu'un qui me propose quelque chose qui me ressemble, oui, tu pourrais faire le pas. Bien évidemment. Tu pourrais faire le pas. Bien sûr. Mais ce métier, tu y es attaché quand même. Hein. Oui. Ce métier, bon, c'est pas facile. C'est pas facile, ouais. C'est pas facile parce que c'est la... Tu leur fais alors, non mais ça va pas ou quoi? Alors j'ai pas besoin de le faire, ils sont déjà au courant de tout. Ah oui, c'est ça, ils te suivent. Ils me suivent depuis pas mal de temps, un peu en scred. Ouais. Et voilà, ça me fait rire. C'est tes premiers fans d'une certaine manière. Et ça me touche énormément. Ouais. Tu n'as pas le look, le mindset de l'influenceur. Pas du tout. Je suis pas parti à Dubaï, je ne m'achète pas des sacs à main de luxe. Je suis dans mon... Voilà. Tu restes, t'as les pieds sur terre. Exactement, et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à réussir. Mais moi, mon objectif, c'est vraiment donner le sourire aux gens et je pense que c'est important de nos jours. Suivez-le sur les réseaux sociaux, les amis, c'est incroyable. C'est des petits moments croustillants, rigolos, une inspiration de dingue. Bonne continuation et on a hâte de te revoir et sur les réseaux sociaux et peut-être ailleurs.
Bon, incroyable encore cette interview. On adore ces petits moments d'intimité avec les artistes, les influenceurs qui viennent nous rendre visite dans Proprio à tout prix. On adore aussi vos expertises. Je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder le samedi à 11h10 sur Sister pour le magazine de l'immobilier, votre magazine de l'immobilier. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures immobilières. Ciao.